Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à Tangasoa, en Malagasy, pour cette table ronde qui vise à partager l'expérience acquise par Madagascar en matière de renforcement de la fonction nationale d'évaluation au cours de ces toutes dernières années, depuis la dernière édition du FIF en 2019. Donc, avant de continuer, je propose quand même de vérifier que vous m'entendez bien. Et je propose peut-être si un des participants peut confirmer dans la boîte à commentaires que vous entendez bien, ce serait vraiment appréciable. Merci. Bien, Carole. Très bien. Alors voilà, si le son est clair, voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Carole. Je travaille dans le domaine de l'évaluation avec l'UNICEF pour le bureau régional. Qui est basé à Nairobi et qui appuie les pays d'Afrique de l'Est et aussi d'Afrique australe, dont Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes 3 modérateurs pour accompagner cette séance. Donc, nous avons Nirine, qui travaille également dans l'évaluation avec le bureau de l'UNICEF basé à Madagascar. Nous avons aussi Amos, qui est économiste et analyste des politiques publiques et qui travaille avec la branche francophone du CLIR, qui est basée à Dakar. Nos institutions respectives ont travaillé ensemble au cours de ces dernières années pour appuyer les efforts nationaux d'institutionnalisation de la fonction évaluation à Madagascar. Et donc, nous avons décidé d'animer ensemble aujourd'hui cette table ronde et ce partage d'expériences. Nos panélistes que je vais vous présenter et accueillir dans un instant représentent chacun d'entre eux une institution nationale qui a joué un rôle clé dans le renforcement de la culture d'évaluation à Madagascar au cours de ces dernières années. Ces panélistes vont partager avec vous leur point de vue concernant non seulement les succès clés, comme celui de la politique nationale d'évaluation, mais également les difficultés rencontrées et puis aussi les prochaines étapes à préparer pour continuer l'ancrage d'une culture d'évaluation à Madagascar dans les prochaines années. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos 4 panélistes de ce jour. Donc, nous avons pour cette table ronde Monsieur Olivier Ramandrisoa, qui représente le ministère de l'économie et des finances de Madagascar. Il est le directeur général de l'économie et du plan. Bonjour, monsieur le directeur, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour, madame, bonjour à toutes et à tous. Je vous entends très bien, merci. Super. Je voudrais aussi dire bonjour à monsieur Arilanto Ravelomanantsoa, qui représente l'Association nationale d'évaluation l'AMAS, dont il est le président. Bonjour, président Ariland, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, je vous reçois bien. Merci. Très Bonjour bien. tout le monde. Très bien. Je vous présente aussi Madame Éléonore Joassi, qui représente l'Assemblée nationale malgache. Elle est la présidente de la commission d'évaluation des politiques publiques. Bonjour Madame, est-ce que vous nous entendez aussi? Vous êtes donc avec président Ariland. Bonjour. Bonjour, effectivement, je suis avec l'AMAS. Nous avons encore des problèmes de connexion. Donc, on va commencer comme ça. Bonjour à tous et nous sommes prêts. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on vous entend parfaitement bien et on vous voit aussi. Et c'est un plaisir de voir que vous êtes ensemble et qu'en fait, c'est une vraie table ronde à Madagascar. Nous avons aussi comme panéliste Monsieur Bali, Adrien représente la présidence de Madagascar. Il est le coordonnateur général du programme de réforme pour l'efficacité de l'administration, le PREA. Alors, je ne sais pas si Bali, tu nous entends. Est-ce que tu es là? Non, je ne le vois pas encore parmi les intervenants. Donc, on espère qu'il va pouvoir se connecter aussi avec nous aujourd'hui.
Mais voilà, donc nous avons la chance d'avoir déjà 3 panélistes en ligne et nous attendons donc le représentant de la présidence, M. Bali. J'espère que vous pouvez voir aussi la diapositive en fond d'écran. Si vous pouvez juste nous confirmer dans le chat. Cette première diapo, en fait, elle vous montre un petit peu le programme à l'ordre du jour pour les prochaines 60 minutes. Donc, nous disposons d'1 heure de temps. Nous allons passer au point numéro 2, qui est une brève historique des étapes en matière d'institutionnalisation de l'évaluation à Madagascar, qui ont été faites entre 2019 et 2021. Et c'est un collègue de l'UNICEF, Nirin, qui va vous présenter cette brève historique. Et l'idée de cette historique, elle est vraiment de situer les échanges entre panélistes, de dire un petit peu quelles sont les grandes réussites qui ont été faites ces 3 dernières années pour voilà, permettre à tous les participants de mieux comprendre les échanges. Ensuite, donc, le cœur de cette table ronde, donc on donnera la parole, mon collègue Amos donnera la parole aux panélistes pour, en fait, autour de 2 questions principales, de 2 questions clés. Ensuite, nous aurons aussi la possibilité de prendre quelques questions qui auront été inscrites par les participants dans la boîte à commentaires. Donc, n'hésitez pas. Si au cours des échanges des panélistes, voilà, vous avez des questions qui vous viennent en tête, surtout n'hésitez pas à les poser dans la boîte à commentaires. On aura un espace de temps pour prendre quelques questions. Et enfin, on aura une petite conclusion pour résumer voilà, les idées clés en fait, de ces échanges. Sans plus attendre, je vais donner la parole à mon collègue de l'UNICEF Madagascar, Nirin, pour vous présenter en fait, donc, les grandes réussites en matière d'institutionnalisation de la fonction évaluation à Madagascar ces 3 dernières années. Et puis ensuite, on passera donc aux échanges entre panélistes. Merci. À toi, Nirin. Merci, Carole, et bonjour à tous les participants. Je suis honoré de pouvoir vous faire une petite synthèse des étapes clés et des réalisations que Madagascar a connues ces 3 dernières années. Je vais commencer par le bas de la figure. Hein. En fait, en 2019, au tout début, hein, c'est pas vraiment le début, mais c'est là qu'on va partir, c'est qu'il y avait une délégation du ministère de l'économie et finances, MAS, l'UNICEF et le PREA qui ont participé au FIF de 2019. Et en même temps, il y avait aussi le RFE en partenariat avec la MAS et aussi, dans certaines mesures, le PNUD ont appuyé l'Assemblée nationale dans la formation sur l'évaluation et a fait des rencontres, des plaidoyers forts aux différents acteurs, grands acteurs ici à Madagascar, dans une délégation de l'équipe du RFE. Et avec cela, il y avait aussi un plaidoyer de la part du MAS en même temps avec le ministère de l'économie et finances aux agences des Nations Unies pour le passage à une politique nationale d'évaluation. Et on a commencé ensemble à avoir un cadrage de ce processus de PNEVAL. En même temps, l'Assemblée nationale avec le RFE a avancé en 2020 vers la finalisation d'un de conduite de l'évaluation spécifiquement pour l'évaluation des politiques publiques à l'usage de l'Assemblée nationale. Et on a pu en 2020 avoir une assise nationale pour l'institutionnalisation de l'évaluation sous le lead de l'Assemblée nationale et le RFE. En même temps, en 2020, le côté
c'est pas vraiment une institutionnalisation, mais en tout cas, on a mis en place le comité de pilotage et le comité technique qui va gérer le processus sur la politique nationale d'évaluation. Et avec les partenaires, le PNUD, le CLIR, l'UNICEF, nous avons travaillé sur quelques diagnostics. Déjà, un benchmarking des politiques nationales d'évaluation des autres pays d'Afrique et aussi la conduite d'un diagnostic large sur la capacité nationale d'évaluation. À partir de là, on est passé vers une approche participative pour une co-construction du draft de politique nationale d'évaluation. C'est toujours en 2020. Et il y avait en 2020 encore une formation, on a formé les utilisateurs qui sont faits des collègues des ministères sociaux, des ministères, dans tous les ministères, sur la gestion des évaluations, comment conduire des évaluations de politique publique. Et avec cela, l'année 2020 s'est clôturée avec la tenue d'un événement sur l'évaluation qui s'appelait Journée malgache de l'évaluation. Là, on avait touché les acteurs. Ça a été un événement très, très, très large. Pour 2021, Madagascar a connu très récemment l'Assemblée nationale a fait une proposition de loi sur la politique nationale d'évaluation et a également mandaté le Cour des comptes pour conduire 3 évaluations. Donc, on avance vers vraiment une matérialisation d'une évaluation. Et côté gouvernement, hein, il faut noter que dans cette année, pour les revues volontaires sur les ODD, le gouvernement, avec l'appui de l'UNICEF, a conduit une revue des évaluations existantes pour donner les inputs nécessaires ce rapportage des ODD-là. Enfin, le 2021, cette année-ci, les activités du comité de politique nationale d'évaluation s'est clôturée sur la formation, cette fois-ci, en évaluation des politiques publiques pour les évaluateurs, les OSC, les universités. Bref, ce sont les offreurs de services d'évaluation qu'on a pu cibler. Donc, sur ce, hein, je crois que ce sont les moments clés qu'on a pu passer en termes d'évaluation et d'institutionnalisation d'évaluation à Madagascar. Je laisse les panélistes rajouter s'il y a des points que j'ai omis. Merci à vous. Très bien, merci Nirine en tout cas pour cette vue d'ensemble des réalisations au cours des 3 dernières années. Et oui, sans plus attendre, donc de mon côté, je donne la parole à Amos du CLIR francophone pour animer la discussion entre nos panélistes. À toi, Amos, merci. Alors, merci Carole. Bonjour tout le monde. Je suis très honoré moi-même de m'associer à ce panel pour modérer cette session clé qui, comme Carole l'a rappelé, donne la parole à nos panélistes pour partager quelques réflexions sur le processus d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques à Madagascar. Alors, cette session, nous allons la structurer en 2 temps. Pour commencer, j'aimerais donner la parole respectivement au ministère de l'économie et des finances et à l'Assemblée nationale ensuite, pour partager de leur perspective et en leur qualité d'acteur capital ayant été au cœur même du processus, quelques facteurs favorisant les étapes clés du processus à Madagascar, du processus d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques à Madagascar durant ces 3 dernières années. Alors, Monsieur Olivier, sentez-vous libre de prendre la parole.
Merci pour la parole et bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer mon intervention en remerciant les organisateurs de nous avoir donné cette opportunité de partager avec vous à travers ce panel ce qu'on trouve comme facteur qui favorise les étapes d'institutionnalisation de l'évaluation dans notre pays. Dans mon intervention, qui ne dure que quelques minutes, 5 minutes, d'après ce que j'ai compris, je vais juste évoquer 4 facteurs, principalement 4 facteurs. Les 2 premiers sont d'ordre global et concernent les cadres de référence nationaux, alors que les 2 derniers relèvent plutôt de la particularité de notre entité qu'est la Direction générale de l'économie et du plan au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc, qu'est-ce qui pourrait favoriser la systématisation de l'évaluation en Madagascar? Premièrement, en fait, depuis 2019, la politique générale de l'État est basée sur les 13 engagements du président de la République. Et ces 13 engagements-là peuvent être structurés en 3 socles, économie, sociale et environnement, autour d'un pivot, la bonne gouvernance. Et moi, je pense qu'il est difficile de parler de bonne gouvernance si on n'évalue même pas ce qu'on a fait. Et deuxième facteur que j'ai trouvé, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, on est en train de mettre en place actuellement la politique nationale de l'évaluation, la PNEVAL. Et le fait d'avoir ce cadre de référence nous aide à renforcer la culture évaluative, non seulement au niveau de l'administration publique, mais aussi au niveau de tous les acteurs de développement. Le troisième facteur que j'ai trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le troisième, ça relève plutôt de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit au sein de notre entité, qu'est la Direction générale de l'économie et du plan au sein du ministère de l'économie et des finances. Nous avons, entre autres, comme attribution, le suivi et l'évaluation des programmes du gouvernement. Donc, le fait d'avoir cette mission précise nous oblige même à procéder à des évaluations. Et le dernier facteur que j'aimerais évoquer est la disposition d'outils particuliers pour mener les évaluations. En effet, depuis 2009, nous disposons d'un système national intégré de suivi-évaluation ou SNIS, qui nous renseigne sur l'évolution des différents indicateurs sectoriels, tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, l'économie, etc. En fait, je pense que la disposition de ce type de données facilite la conduite des opérations d'évaluation et favorise l'instauration de la culture évaluative. D'ailleurs, on est en train d'améliorer encore plus cet outil-là. On va passer prochainement au SNIS online grâce à la digitalisation. Donc, voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, ce que je pourrais partager ce que j'ai trouvé comme facteur favorisant cette institutionnalisation de l'évaluation-là à Madagascar. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci infiniment, Monsieur Olivier, pour avoir partagé ces 4 éléments clés qui, de votre perspective, en tout cas de la perspective du ministère et de la Direction générale de l'économie et du plan, ont été des éléments catalyseurs du processus qui est en cours.
Alors, nous allons revenir tout à l'heure à l'étape de la discussion sur ces éléments que vous avez présentés. Mais avant d'en venir, j'aimerais donner la parole à la présidente Éléonore, qui représente l'Assemblée nationale, qui également va partager avec nous, avec les participants, la perspective de l'Assemblée nationale sur cette question. Présidente Éléonore, à vous la parole. Merci Amos. C'est effectivement important de voir un peu le chemin fait, surtout en ce qui concerne les facteurs qui ont pu favoriser l'institutionnalisation de l'évaluation à Madagascar. Pour compléter déjà un petit peu la présentation faite par Myri, en fait, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu des préalables à la mise en place de la commission que je dirige. Pour rappel, c'est la commission d'évaluation des politiques publiques. Il y a eu des plaidoyers qui ont amené en fait à inscrire l'évaluation des politiques publiques comme objectif dans le plan stratégique de l'Assemblée nationale, étant donné qu'il s'agit d'un rôle qui nous est imparti par la Constitution à Madagascar. Donc la Constitution a été votée en 2010. Il a fallu 9 années pour instaurer cette volonté de nous approprier ce rôle d'évaluation des politiques publiques. Et ensuite, c'est allé assez vite, puisque dans la même année, en 2019, il y a eu une formation des techniciens au niveau de l'Assemblée nationale et la mise en place de la commission, comme Irine l'a exprimé tout à l'heure. Et actuellement, nous sommes en 2021 sur, je dirais, une avancée significative, puisque les 2 années 2020 et 2021 ont vu la tenue d'assises pour l'institutionnalisation de l'évaluation et tout un travail de mise en place de guides et de bonnes pratiques d'évaluation. Nous avons également pu mettre en place un guide de collaboration avec la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes, selon la Constitution, prête assistance au Parlement dans son rôle d'évaluation des politiques publiques. Et justement, le facteur clé essentiel, c'est que la Constitution nous impose ce rôle d'évaluation. Donc, nous avons un socle juridique de départ. Ensuite, nous avons bénéficié d'un soutien, je dirais, conséquent du RFE, mais aussi des agences des Nations Unies, notamment donc l'UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui nous assistent à divers niveaux. Et également la collaboration des différents acteurs de l'évaluation ici à Madagascar, donc l'Assemblée nationale, l'association de la société civile dont le président est à mes côtés, mais aussi les autres acteurs institutionnels au niveau du gouvernement et de la présidence de la République. Ce que j'ajouterais à cela, c'est que beaucoup a été fait, notamment les plaidoyers lors des journées de l'évaluation, pour sensibiliser sur cette culture de l'évaluation. Nous n'y sommes pas encore, puisque parmi les avancées que nous avons à ce jour, nous avons une proposition de loi portant sur l'évaluation des politiques publiques qui a été présentée au Parlement lundi dernier en travaux de commission et mardi pour l'adoption en plénière. Malheureusement, la proposition a été retoquée, mais elle n'a pas été complètement rejetée. Donc, ça sera un nouveau tour d'adoption lors de la prochaine session en mai 2022. Mais à côté de cela, nous avons quand même déjà pu entamer des évaluations en collaboration avec la Cour des comptes. Donc, nous sommes dans une situation de fait, bien que le cadre légal ne soit pas encore tout à fait posé. Et avec la Cour des comptes, nous avons
engagé 3 chantiers d'évaluation qui sont donc l'évaluation de la politique nationale d'assainissement, l'évaluation de la politique nationale de décentralisation et l'évaluation de la politique de réforme du secteur sécurité. Donc, ces chantiers sont engagés à différents niveaux. Pour la politique d'assainissement, il y a une note de faisabilité qui a déjà été produite. Pour la politique de décentralisation, la saisine est faite, de même que pour la réforme du secteur sécurité. Donc, pour conclure, je dirais que les avancées sont notables, mais il y a encore un gros travail de plaidoyer en ce sens que parmi mes collègues même au sein de l'Assemblée nationale, la compréhension de ce qu'est l'évaluation des politiques publiques n'est pas tout à fait appropriée. Pour le moment, nous en sommes encore aux questions-réponses au gouvernement et donc il y a un travail à faire sur les normes, les techniques et pratiques de l'évaluation qui, je pense, devrait se tenir le premier semestre prochain pour cette fois-ci avoir leur assentiment pour l'adoption de la loi qui sera représentée lors de la prochaine session. Voilà très succinctement le contexte et la situation actuelle de l'évaluation des politiques publiques à Madagascar au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, merci, Présidente Éléonore, merci pour ce partage. Pour reprendre vos mots, les avancées sont en effet notables si l'on se réfère à l'exposé que vous venez de faire, mais également à la présentation faite par Monsieur Olivier avant vous. Nous avons d'autres acteurs clés de ce processus, comme je disais, qui sont membres de ce panel. Et on s'en voudrait de passer au deuxième temps sans leur donner l'opportunité également de partager de leur perspective, la perspective de la masse ou alors la perspective de la présidence de la République représentée par M. Bali qui nous a rejoint entre-temps. Également quelques réflexions sur ces facteurs qui ont favorisé les avancées notables dont le président Éléonore parlait juste à l'instant. Donc, chers panélistes, président Arilanto, Monsieur Bali, sentez-vous libre de prendre la parole et de compléter ou de partager votre lecture sur cette question. À vous, la parole est à celui qui veut la prendre. Je donne la parole à Bali. Bonjour tout le monde. Alors, allez-y. Président. Merci, Président Adelante. On vous entend parfaitement, allez-y. Oui, oui. D'accord. Pour le et puis avec mon j'apprécie chacun à Madagascar dans c'est effectivement un grand pas, comme DG Olivier et Madame la Présidente l'a indiqué tout à l'heure. C'est un grand pas pour le pays qu'on puisse effectivement en penser, poser d'une l'évaluation. Il y a beaucoup mais je dirais qu'un point essentiel a été dit par le président, c'est la volonté politique du pays dans la Constitution, dans la fonction évaluation, pouvoir donner déjà officiellement la tâche des évaluations des politiques. C'est vraiment un grand pas de franchi.
Le deuxième, effectivement, donc ce projet de loi au niveau du Parlement. Et là, je prends l'adage qui dit il y a de richesse que d'hommes. Et donc la richesse est surtout dans le domaine de l'évaluation. La richesse, c'est que plus l'évaluation, les résultats et le recoupement des résultats des aussi riches et que des évidences précises à mettre sur la table. Et comme sur les politiques publiques vont nous se prendre avec des évidences précises, irréfutables, tout très pratiques. C'est dans ce sens, je dirais, ce processus qui est enclenché ne va pas se référer sur des visions un peu trop étroites. Nous espérons que la loi pouvoir vraiment ouvrir le domaine de l'évaluation à toutes les parties intéressées. Plus d'évaluation, plus on aura de richesse à mettre sur la table de nos décideurs et plus on aura aussi bien pour les contrôleurs que pour ceux qui travaillent au sein de l'administration et du gouvernement. On aura beaucoup plus donc d'outils plus objectifs, plus fiables à mettre sur la table de nos décideurs. Voilà, je pense que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je passe à Arlande. Arlande, toi, s'il te plaît. Oui, merci, Pali. Alors, Je pense que, oui, maintenant, on y est. Je pense que tous les propos et toutes les affirmations et les narratifs ont été bien complets par rapport à l'historique et au processus que l'ensemble des parties prenantes a suivi à Madagascar. Mas était là parfois en tant que catalyseur, en tant que médiateur parfois, euh, accompagnateur aussi des réflexions. Je pense que Mas a été utile dans le sens où Mas occupait ou pouvait jouer des rôles assez neutres entre les débats institutionnels et aussi donc par rapport à la nécessité de mobiliser d'autres acteurs. Moi, c'était apporter beaucoup de contributions dans le processus, dans le sens de l'ouverture du processus. Actuellement, en termes de perspective, je crois que un grand pas a été franchi en termes de plaidoyer auprès des institutions nationales. Par contre, Mas a encore beaucoup a un chantier pas encore vraiment entamé en termes de mobilisation donc des acteurs de la société civile, les universités, les secteurs privés qui doivent aussi se renforcer en constituant, on a évoqué le mot pool de compétences en évaluation pour rehausser la qualité et aussi donc la possibilité de vraiment réaliser des évaluations une fois que toutes les dispositions légales, politiques sont opérationnelles. Voilà juste pour un petit rajout, mais je ne vais plus rajouter sur les activités et les processus. Merci beaucoup. À mon
Amos, oui, il faut remettre Désolé. ton micro. Ça y est, désolé, toutes mes excuses. Alors, merci à tous les deux pour ces compléments sur les facteurs qui ont favorisé le processus. Sans prendre trop de temps, nous allons aller vers le deuxième temps de cette session et je pense que vos interventions respectives, Monsieur Bali et Président Arilanto, font une très belle transition puisque vous avez commencé à aborder quelques perspectives et les défis. Alors, toutes les réalisations, tous les succès qui ont été mentionnés d'abord par Nérine et ensuite commentés par nos deux premiers intervenants n'ont pu se faire sans défis. Et c'est de cela qu'il s'agira maintenant. J'aimerais donner la parole respectivement à Lamas, le président Arilanto, et ensuite Monsieur Bali, pour réagir sur les défis. Quels sont les défis que le pays a surmontés durant ces 3 dernières années, mettant en œuvre ce processus et surtout, quelles sont les opportunités, les perspectives qui se présentent maintenant. Alors, à vous, Président Arilanto. Merci Amos de m'avoir donné la parole en premier. Je vais être aussi peut-être assez bref pour donner la chance aux autres participants de discuter, mais de notre perspective en tant qu'association qui promeut la culture de l'évaluation, bien sûr, le premier défi était de comment, comme on a dit tout à l'heure, comment on devra faire pour que les acteurs clés s'approprient de cette culture de l'évaluation. Il faut dire que les vitesses, les rythmes d'avancement de cette appropriation diffèrent selon les institutions, selon les personnes mêmes. Heureusement que nous n'avons pas vécu beaucoup de changements d'interlocuteurs depuis 2019 qu'on a parlé tout à l'heure, mais même avant, on avait à peu près les mêmes interlocuteurs. Et en 2019, les acteurs de l'Assemblée nationale étaient les bienvenus pour rejoindre donc le processus en marche. Voilà ces différences de démarrage, d'arrivée donc dans le processus, c'était quelque chose qu'on a pu vraiment gérer. Et MAS était là pour faire en sorte que les uns et les autres soient au même niveau d'information, puissent vraiment débattre, entrer dans les concrets donc, du débat. Bon, bien sûr, donc, il y a les... Je suis en train de lire aussi le chat parce que ça rejoint tout à fait ce que j'allais dire. Il y a les défis de la coordination et de l'harmonisation, donc des approches à assurer. Et vous avez, on a mentionné tout à l'heure les pas franchis, et je pense qu'on est plein là-dedans. On est plein dans cette recherche d'harmonisation et de coordination entre notamment donc les deux institutions qui sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Madame la Présidente a tout à l'heure parlé de l'interne aussi au sein du Parlement, l'Assemblée nationale, mais il y a aussi le Sénat qui n'est pas encore à bord du processus actuellement. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous devrions voir ensemble, comment on pourra renforcer donc, le processus. Comme opportunité pour MAS, je pense que MAS ne peut pas vraiment afficher comme ça des perspectives, parce que MAS aimerait se positionner toujours dans cette position d'accompagnement. Nous avons notre plan stratégique qui est axé sur quatre chantiers, dont le Pénéval et le renforcement des capacités, et aussi donc le plaidoyer. Donc tout ça, tous nos axes stratégiques
resteront en vigueur. L'évolution, il y aura sûrement des évolutions dans les contenus et dans les actions, mais je crois que MAS est bien positionné pour se mettre dans une posture d'accompagnement du processus, être à l'écoute et être aussi peut-être proactif par rapport à ce qui se passe, et notamment donc le présent forum est pour nous une opportunité pour aussi recevoir des conseils, des opinions qui nous aideraient à avancer dans les meilleurs cas. J'aimerais m'arrêter là pour la perspective. MAS restera une association, et je crois que peut-être juste une petite parenthèse, grâce au succès des étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent à s'adhérer à l'association actuellement. Et je crois que c'est une bonne chose qui nous permettra d'être optimistes sur le renforcement donc, de la culture de l'évaluation. Merci. Merci, Président Arilanto. Monsieur Bali. Monsieur Bali, est-ce que vous nous recevez? Je crains que M. Bali a des soucis de connexion. C'est ça. Alors, en attendant que Monsieur Bali se joigne à nous à nouveau, j'aimerais, hein, comme tout à l'heure, redonner la parole à nos deux autres panélistes pour réagir également et partager ce qu'ils identifient ou ce qu'ils ont identifié comme défi dans ce processus, mais également comme perspective qui se dessine pour réussir le pari de l'institutionnalisation de l'évaluation à Madagascar. Monsieur Olivier. Merci, merci Amos. Pour nous, qu'est-ce que je pourrais partager par rapport à ça? En fait, je l'ai dit dans mon intervention, nous disposons du système national intégré de suivi et évaluation depuis 2009, mais on a plus fait du suivi que de l'évaluation. On a fait des évaluations, mais pas suffisamment. Donc, avec le nouveau cadre, l'existence de la politique nationale de l'évaluation, ça pourrait nous aider à aller davantage dans ce sens-là. Moi, je vois qu'il y a une insistance dans le chat là par rapport à la question tout à l'heure. Il y avait une question, est-ce qu'on est plus... j'en profite un peu, moi, si vous me le permettez. Est-ce qu'on est à la fois juge et partie en faisant de l'évaluation, mais nous savons tous qu'il y a aussi ce qu'on entend par auto-évaluation. Donc, quand vous faites quelque chose, vous avez d'abord... Quand on était à l'école, on s'auto-évalue d'abord en attendant l'évaluation de l'enseignant, par exemple, le test ou l'examen. Donc, c'est toujours nécessaire, intéressant d'avoir cette évaluation-là. Donc, on l'a fait depuis et on va continuer, on va renforcer là-dessus. Par rapport aux perspectives, moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de développer davantage l'outil qu'on a, le SNIS, et là, on va basculer non seulement au SNIS online, c'est-à-dire en ligne, ça nous permet d'être en interaction permanente, si vous voulez, avec toutes les parties prenantes par rapport à au suivi des programmes du gouvernement. Donc, ça nous permet d'avoir un outil beaucoup plus flexible, beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant à mon avis. Voilà ce que je peux partager là-dessus. Merci. Merci,
Monsieur Olivier, je voudrais signaler que nous aurons quelques minutes tout à l'heure pour revenir sur les questions dans le chat et ce sera l'occasion de revenir sur cette discussion que vous avez soulevée. Alors, Présidente Éléonore, à vous si vous avez une réaction ou des ajouts sur la question des défis et des perspectives. Alors, en ce qui concerne les défis, bien sûr, ils sont nombreux et importants. Mais je voudrais quand même déjà aborder la question des opportunités parce qu'actuellement, à Madagascar, il y en a beaucoup. La première opportunité, c'est que Madagascar s'est engagé de manière, je dirais, déterminée dans la digitalisation. Monsieur le DGEP l'a évoqué. Nous venons d'adopter la loi des finances pour 2022 où il y a une grande part qui sera consacrée à l'effort de digitalisation. Et je pense, comme il l'a dit, qu'avec l'outil développé, moi je pense que la SNIS et les SRIS, puisqu'il y a le système de suivi et évaluation, sont des outils utiles pour l'évaluation plus globale, parce que ça constitue donc un fonds de documentation, une base de données essentielle pour mener les évaluations au niveau du Parlement. Et le fait que nous sommes maintenant donc dans cette volonté de digitalisation, cela va faciliter l'accès aux informations, cela va faciliter la consolidation des données avec les données de l'INSTAT qui, elle aussi, donc l'Institut national des statistiques, qui, elle aussi, est en train de monter d'un cran dans sa capacité à traiter les données à Madagascar. Et ce sont des opportunités que nous ne manquerons pas de saisir lorsque nous avancerons de manière beaucoup plus approfondie dans l'évaluation des politiques publiques. L'autre opportunité également, c'est que la Cour des comptes à Madagascar a également agrandi, renforcé ses capacités dans le sens où ils sont désormais vraiment considérés comme ce qu'on appelle un institut supérieur de contrôle avec la capacité technique et aussi la capacité opérationnelle, même si au niveau de la capacité financière, il y a encore un effort à faire. Donc, tout cela constitue des opportunités qui vont, je pense, renforcer l'effectivité de la culture de l'évaluation à Madagascar. Il s'agira maintenant, en ce qui concerne le Parlement, de s'approprier ces outils et aller au-delà pour être en mesure vraiment de faire les études et les appréciations de manière à faire des recommandations utiles au gouvernement. Parce que l'objectif dans tout cela, évidemment, c'est que les politiques publiques gagnent en pertinence, gagnent en efficience, gagnent en performance et que à Madagascar, nous avons en plus une majorité forte au niveau du Parlement qui travaille avec l'exécutif. Et donc, je pense que nous travaillerons, en tout cas pour le mandat actuel, pour la législature actuelle, sur une vision partagée. Le souci, et là j'en viens au défi, c'est juste la répartition des rôles qui nécessite encore un gros plaidoyer et surtout sur les pratiques d'évaluation que nous ne connaissons pas encore et qui chamboulent un petit peu les logiques, mais je reste optimiste. Je considère que nous sommes sur la bonne voie et nous avons une société civile, vous l'avez entendu, qui est très active, qui est très impliquée. Nos partenaires sont nombreux, donc j'ai cité effectivement le PNUD et l'UNICEF, la RFE, la RFE, effectivement. Et là, d'ailleurs, je dirais que la délégation qui a participé au FIFE en 2019 a vu aussi la participation du secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'Union européenne travaille étroitement, ainsi que l'USAID, avec la Cour des comptes, donc en complémentarité totale avec les autres partenaires techniques et financiers.
Et le défi sera aussi celui d'être crédible dans les premières évaluations que nous avons lancées, que j'ai citées tout à l'heure, et qui sont donc axées sur des secteurs primordiaux dans les politiques publiques à Madagascar. Et j'espère qu'elles auront valeur de modèle pour plaider encore davantage vers la nécessité et l'utilité de l'évaluation des politiques publiques. Merci infiniment, Présidente. Nous sommes à cheval sur le temps. Le temps est largement parti. Donc, je voudrais juste retourner la parole à Carole pour passer à la prochaine étape de ce panel. Carole. Merci beaucoup Amos et surtout merci aux 4 panélistes en fait pour le partage en fait de leurs points de vue respectifs. La prochaine étape, c'était la réponse aux questions clés en fait des participants à cette table ronde. Donc, de mon côté, je passe la parole à Nirine. Peut-être pour nous faire un petit résumé, il y a beaucoup de questions dont la réponse a été apportée en fait par les panélistes. Ils ont vraiment ils ont veillé aux questions dans le chat et aux réponses. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de réponses, mais peut-être juste un petit résumé, Nirine, et puis sinon, j'aurai une question de suivi si jamais voilà, on a le temps. Merci. À toi. Ok, merci Carole. Ah, en fait, dans le chat, il y avait 3 questions. La première, déjà répondu en partie par le DG de l'économie et du plan sur la question d'être jugé parti. Mais il y a 2 autres questions dont Jean-Marie a répondu partiellement dans le chat. Hein. La première, c'est la précision que la masse a pu jouer dans l'institutionnalisation de l'évaluation. Ça s'adresse plutôt au président Arland. Et qu'en est-il, toujours la question c'est de notre collègue Ali, hein, qu'en est-il des autres PTF dans le renforcement de la fonction évaluative au sein de l'institution qui est l'Assemblée nationale? Et je crois qu'en partie, présidente Eleonore a déjà cité l'Union européenne, USAID plutôt, en appui au Cour des comptes et qui à son tour appuie l'Assemblée nationale. Donc je proposerais de répondre plutôt en priorité le rôle que a joué la masse, le VOP sur l'évaluation dans le contexte de Madagascar. Oui, merci Nirine et je vais y répondre directement à cette question. Je me rappelle qu'au début de tout ce processus-là, tous les acteurs étaient présents et il y avait une grande question qui s'est posée. Est-ce qu'on devrait commencer par élaborer une politique nationale? En tant que tel, il y a eu des cas de beaucoup de pays qui ont suivi ce chemin, cette approche, et ont rencontré certaines difficultés. Ou bien, est-ce qu'il fallait d'abord commencer à faire l'évaluation avec un peu selon le principe de learning by doing et trouver les opportunités qui permettraient de faire des évaluations afin que petit à petit, progressivement, l'appropriation de la culture d'évaluation s'installe. Mars a vraiment été vraiment au cœur des débats en ce moment-là. Et ce que nous avions fait, c'est que nous sommes en train aussi de faire, c'est de faciliter donc les débats, faciliter les rencontres, les débats d'idées, renforcer les capacités des gens à mieux comprendre le tenant et l'aboutissant de l'évaluation à travers donc des participations aux différents forums RFE, AFREA,
Il y a aussi des journées malgaches de l'évaluation. Il y a des formations nationales qu'on a organisées ici avec c'était en 2014, mais c'était quand même, ça a laissé beaucoup de conséquences au niveau des renforcements de capacités des acteurs nationaux à Madagascar. Et donc, pour résumer tout ça, MAS a facilité, catalysé un peu les débats et avec les idées innovantes qu'on a récoltées lors de ces grands événements, on a pu quand même induire un tout petit peu le sens des réflexions dans le bon sens, je dirais. Et l'autre action, par cela, l'autre chantier, c'est que MAS a aussi quand même contribué beaucoup aux actions donc, de plaidoyer au niveau national en agissant donc en agissant parfois de manière ouverte, parfois de manière un peu individualisée. Voilà. Maintenant, on a les perspectives d'aller vers plus d'ouverture vers la société civile, mais on attend fortement quand même qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'évaluation concrète. Et c'est en ce moment-là que nous pensons vraiment avoir de nouveaux rôles à jouer sur, par exemple, les priorités des thèmes, les priorités des politiques à évaluer, que ce soit pour l'auto-évaluation, que ce soit pour l'évaluation des politiques publiques au niveau du Parlement. Merci. Merci, Président Orlando. Moi, je proposerais que les panélistes puissent rajouter, aient l'occasion de rajouter les éléments de réponse aux questions posées initiales sur le rôle, le risque d'être jugé parti de la part du gouvernement, d'être l'initiateur des évaluations. Je peux prendre la parole? Oui, oui. Oui, d'accord, merci. Bon, j'ai déjà en partie répondu, j'ai essayé de répondre en partie à la question tout à l'heure. Nous, on est là pour orienter, appuyer, conseiller les autorités dans la conduite des programmes du gouvernement. Et l'évaluation, ça nous aide à suggérer cette orientation-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire ça, on peut qualifier d'auto-évaluation parce qu'on fait les programmes, on évalue qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui devrait être ajouté, tout ça, ça fait partie de l'évaluation. Donc, on a besoin de l'évaluation pour aller de l'avant, pour évoluer, pour améliorer la conduite des programmes du gouvernement. Donc, moi, je pense que ça va de soi, cette question d'évaluation du programme du gouvernement. Et c'est normal qu'on s'intéresse au développement, à l'amélioration de cette évaluation-là et qu'on s'implique énormément dans cette question de politique nationale de l'évaluation. Voilà ce que je peux apporter. Merci. Merci, DG. Je ne sais pas, Amos, le temps, et je vois aussi Bali qui est revenu. Est-ce qu'on lui demande d'apporter ses points par rapport à la question? Je pense que Bali est reparti. Oui. Ah, aussitôt disparu. Je pense que je vais demander la parole pour répondre à la question de Mohamed Amada Ali.
sur le rôle central que pourrait jouer donc, le Parlement pour la coordination du système national d'évaluation. Effectivement, c'est une dans le sens où la Constitution appartient à l'évaluation et que de toute manière, l'évaluation tourne nécessairement autour des politiques publiques déclinaison des projets, les programmes, les activités du gouvernement et des pouvoirs publics. Encore une fois, je considère que l'exécutif peut être partie prenante géant et je dirais que ce serait enrichissant tout en restant en termes de nous ne disposons pas encore d'un texte et donc une démarche coordonnée la masse qui pour moi est vraiment fort de la société civile, mais de la société civile qui sont très qui que soit fait et donc doit et je dirais, mais en tout cas le à lui seul ça la capacité et en même temps la conduite et l'évaluation. C'est un travail de collaboration de tous les acteurs pour aller dans le sens, encore une fois, ici, nous voulons être performants dans nos populations, impacter la population. Et cela nécessite le concours de tous les acteurs, y compris les partenaires français et qui, j'espère, qu'on va accompagner le RFE, le système, nos partenaires BI, parce que dans un futur, j'espère pas le matin, nous soyons réactifs de l'exécution, je dirais, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas utile de la politique. Carole, à toi. Oui, merci beaucoup. Dans l'intérêt du temps, un grand merci aux panélistes pour tous les ajouts, leurs bonnes réponses aux commentaires, aux questions en fait, qui avaient été inscrites dans le chat. Mais dans l'intérêt du temps, on va donc passer à une petite conclusion en fait des idées clés de cette discussion, de ces échanges entre panélistes. Et pour ce faire, je redonne la parole à Amos. Donc Amos, 5 minutes si tu le veux bien. Et ensuite 2-3 minutes juste pour conclure la session. Merci. À toi. Merci, Carole. Alors, en 5 minutes, donc au pas de course, en guise de synthèse, on peut retenir que Madagascar a commencé à poser les premiers jalons de l'institutionnalisation de l'évaluation dès 2019 par des actions de sensibilisation, de plaidoyer, de renforcement de capacité de plusieurs acteurs institutionnels grâce à l'appui de la masse, du PNUD et du RFE. Et ces actions se sont poursuivies en 2020 et 2021 avec l'appui de l'UNICEF et CLEAR accessoirement, donnant lieu à des résultats significatifs qui ont été exposés durant ce panel. Et pour en citer quelques-uns, on a mentionné la création de la commission d'évaluation des politiques publiques au sein de l'Assemblée nationale dès 2019. On a rappelé que l'année 2020 a enregistré des réalisations remarquables, notamment l'organisation des assises nationales de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, l'élaboration d'un
d'un guide d'évaluation des politiques publiques pour l'Assemblée nationale et d'un guide opérationnel pour une meilleure collaboration entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes, la réalisation du diagnostic national des capacités qui a débouché sur une série d'ateliers de concertation des acteurs en vue de l'élaboration de la politique nationale d'évaluation, chose qui a été faite sous le double leadership du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Et il y a par ailleurs des multiples sessions de renforcement de capacité des acteurs qui se sont poursuivies jusqu'en 2021 et la formulation de la loi sur l'évaluation dont nous avons discuté également. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de nos échanges? Eh bien, la volonté politique favorable au changement, aussi bien au niveau de l'exécutif que du législatif, ont été l'un des principaux catalyseurs des progrès enregistrés à Madagascar en si peu de temps, notamment ces 3 dernières années. Entre autres faits qui en témoignent, tels que nos panélistes l'ont relevé, il y a le socle juridique qui vient du prescrit constitutionnel de l'évaluation des politiques publiques. Il y a le leadership affiché par l'Assemblée nationale sur ces questions conformément au mandat qu'il a reçu de ce prescrit constitutionnel, la prise en compte de l'évaluation dans le plan stratégique de l'Assemblée nationale, l'existence de cadres de référence au niveau de l'État, enfin au niveau national, notamment la politique générale de l'État qui est structurée autour de la question de la bonne gouvernance comme pivot et qui est un prétexte justement pour promouvoir l'évaluation par ce truchement. Les panélistes ont rappelé l'existence du SNIS et du SRIS qui fournissent une excellente base de données favorable à la conduite des évaluations. Il y a également cette proposition de loi portant sur l'évaluation en débat à l'Assemblée nationale qui a été mentionnée comme élément clé. Alors, les jalons franchis ces 3 dernières années dans la perspective de l'institutionnalisation de l'évaluation à Madagascar ont été possibles non sans difficulté. Et sur cette question, nos panélistes ont relevé l'arrivée tardive de certains acteurs dans le processus et le fait que le Sénat n'est toujours pas encore enrôlé dans le processus. Les défis liés à la coordination et à l'harmonisation de l'approche entre le pouvoir exécutif et le législatif a été relevé également, notamment la question de la répartition des rôles et des responsabilités qui est un défi qu'il convient de relever. Il a été mentionné le fait que le SNIS existe depuis 2009, mais il est dédié essentiellement au suivi et beaucoup moins à l'évaluation. Et il y a aussi ce défi de la crédibilité des premières évaluations qui sont initiées dans le cadre de ce processus qui, justement, devrait donner un signal fort pour mobiliser les partenaires pour la suite, les partenaires et les acteurs. Quelques opportunités et perspectives qui se dégagent des échanges se résument en ceci. Madagascar est déterminé, très engagé dans le processus de la digitalisation. Madame la présidente de la Commission de l'évaluation des politiques publiques a rappelé que la loi des finances y consacre une grande part, ce qui offre de belles perspectives pour l'évaluation des politiques publiques, comme l'a rappelé également monsieur le directeur général de l'économie et de la planification, le fait que le SNIS est dans un processus de digitalisation qui est également une opportunité. La Cour des comptes qui dispose désormais de capacités techniques et opérationnelles pour conduire des évaluations a également été mentionné. Le fait que la société civile soit très engagée et que des partenaires soient mobilisés nombreux derrière le processus est également une opportunité qu'il conviendra au pays de saisir justement pour avancer dans le cadre de ce processus. Et également le fait que la masse est dans une posture proactive pour accompagner le processus et qu'il enregistre d'ailleurs un attrait auprès de nouveaux membres qui constituent désormais un vivier pour travailler à la promotion de la culture évaluative dans le pays. En conclusion de nos échanges, on peut retenir en guise de message clé que le processus d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, les processus sont en général complexes et non linéaires. Vous le savez sans doute, les pays empruntent des chemins différents tenant compte de leur propre contexte, des enjeux de développement auxquels ils font face, de la vision et du leadership de leurs dirigeants, de leur écosystème, qu'il soit institutionnel, réglementaire, mais également des capacités nationales des acteurs
et bien d'autres facteurs. Certains ont été évoqués dans le cadre de nos discussions. Et à travers les différentes interventions de nos panélistes, vous avez pu noter les progrès remarquables accomplis par Madagascar en ces quelques années. Ils sont significatifs, ces progrès. Néanmoins, il n'en demeure pas moins vrai qu'il reste encore pas mal de défis à relever parce que justement, l'institutionnalisation de l'évaluation est un parcours de longue haleine. Un bon nombre de pays qui sont aujourd'hui cités, pour exemple, ont pris des décennies pour y parvenir. Et Madagascar est très bien engagé lorsque l'on regarde les résultats au cours de ces 3 dernières années. Au-delà donc de célébrer les succès et analyser les défis qui se présentent, le panel de ce jour sonne comme un appel à un plaidoyer pour un engagement plus fort de la part des acteurs et un appel à renforcer davantage la collaboration entre ces acteurs-là, comme nos panélistes l'ont rappelé. Donc, Carole, voilà ce que j'ai noté de la discussion que nous avons eue en guise de synthèse. J'espère avoir été fidèle. Merci. Merci beaucoup, Amos. Excellente synthèse, en fait, des riches échanges tout au long de cette table ronde. Donc, merci beaucoup, Amos, pour ça. Et il est l'heure, en fait, je pense, de conclure sur cette table ronde parce qu'il y a déjà d'autres sessions qui vont commencer en parallèle. Donc, en guise de conclusion, simplement un remerciement chaleureux à tous les panélistes qui nous ont partagé leur point de vue aujourd'hui sur les progrès, les défis, les opportunités. Et félicitations vraiment d'avoir saisi cette opportunité de partager l'expérience de Madagascar au FIF. Vraiment, nous en sommes ravis. Ensuite, merci aux modérateurs, aux 2 modérateurs, Amos et Nerine aussi, ainsi qu'aux collègues de ces institutions qui nous ont accompagnés pendant les 3 dernières années. Je pense en particulier à Edoé, à Erika. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de monde, en fait, qui a appuyé les efforts faits. Et puis aussi, bien sûr, nos collègues des Nations Unies, des autres agences des Nations Unies. On avait la chance d'avoir avec nous le PNUD, le Bureau du résident coordinateur. Donc, merci à eux aussi. Et enfin, merci au réseau francophone de l'évaluation pour l'opportunité, en fait, d'avoir inscrit Madagascar au programme de cette belle journée. Et en particulier, merci à Jean-Marie Loncle qui nous a vraiment appuyé tout au long de la préparation, en fait, de cette table ronde. Donc, merci à tous. Missa Otra. Je vous souhaite une excellente continuation en fait du FIF. Les prochaines sessions sont en train de commencer. Une belle fin de journée à tous et une belle soirée. Au revoir.